bienvenue sur Team Chronicles. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Ravnica Allegiance, mais cette fois pour le Commander multijoueur. Et en Commander multijoueur, il y a un site qui est assez pratique en fait, qui est EDHREC, qui en fait compile un certain nombre de listes du monde entier, donc c'est un site en anglais, et qui permet du coup de voir justement rapidement tout ce qui est joué dans une extension, ou de se balader, de voir toutes les cartes qui sont jouées par type, par couleur, tous les commanders qui sont joués, etc. Donc c'est assez pratique pour faire des recherches rapides en fait en commander. Et c'est justement ce que je vais utiliser ici pour faire un peu la review du set. Je vais tout simplement prendre la page Ravnica Allegiance et on va la voir ensemble. Et directement vous pouvez voir en fait que y a des cartes qui n'ont pas la même popularité et on va très vite comprendre pourquoi. Teysa par exemple en fait, qui permet de doubler les effets d'arrivée, enfin de mort. En fait c'est vraiment typique de l'EDH, c'est-à-dire qu'en EDH on aime doubler justement ce genre de cartes là. Voilà, il y a plein de cartes en fait qui vont être amenées à vouloir doubler les effets d'arrivée en jeu, copier les cartes quand elles arrivent, copier les artefacts quand on les joue. Enfin, on a beaucoup de cartes pour essayer d'avoir un avantage comme ça incrémental en fait, de faire en sorte que déjà les cartes qu'on avait qui avaient des effets qui pouvaient s'accumuler en fait et créer plein de trucs, des énormes piles d'effets gigantesques qui vont créer justement des moments énormes en commander. Ben là on va les doubler. Donc vous allez voir que le thème principal en fait c'est aristocrate. Aristocrate en fait ça va être c'est pour l'aristocrate vampire en l'occurrence. Hop. Et enfin en tout cas c'est pour ce principe de carte là. C'est-à-dire que l'aristocrate il a un effet de sacrifice et il gagne un effet en plus. Donc l'idée c'est qu'on va combiner des cartes soit qui reviennent tout le temps, soit qui ont des effets de mort, avec des cartes qui permettent de sacrifier en fait, pour essayer justement de créer plein de morts et d'en profiter. Donc là bien sûr il y a un certain nombre de nouvelles cartes qui vont avec, mais vous allez voir que dans les cartes les plus populaires, du coup c'est exactement ça, c'est-à-dire que tiens quand une autre créature meurt, je gagne un trésor. Là quand lui il meurt, je mets plein d'esprits en jeu. Là quand une créature non esprit meurt, on met un esprit en jeu. Quand une autre créature non jeton meurt, on met un Eldrazi en jeu. Quand une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on met un trésor en jeu. Là on peut sacrifier une créature. Là on peut sacrifier une autre créature et en plus elle se protège, elle devient indestructible et gagne un marqueur plus 1 plus 1 chaque fois qu'une créature qu'un adversaire meurt, enfin qu'un adversaire contrôle meurt. C'est une créature qui est assez populaire pour mettre des gros pains dans la tronche. Hop, la Ruspice, quand une autre créature non jeton meurt, on pioche une carte. Le Cutthroat qui est aussi très joué, quand une autre créature meurt, quand une autre créature qu'on contrôle meurt, on vole un point de vie aux adversaires. En fait, ils perdent tous un et on gagne un. L'Ashnon Altar, pareil, qui coûte pas cher, qui est assez joué. On sacrifie une créature, on chope 2 incolores. Donc en fait, vraiment, on accumule tout ça. Bien sûr, il y a des cartes populaires comme Pince-Crâne. Quand la créature équipée meurt, on pioche 2 cartes. Doublé avec Teysa, on pioche 4 cartes. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Il y a un deck super drôle à monter avec, en fait, qui accumule toutes les cartes qui font des effets quand on a des morts en fait, et on les accumule en jeu, on pose Teysa, et très vite on a des tonnes et des tonnes d'effets et du coup de valeurs ajoutées qui vont se faire dès qu'on perd une créature. On nous attaque, on bloque, on fait 45 effets, on a une créature qui meurt, on fait 45 effets, et on fait une colère de dieu ou un truc du genre pour raser la table, on fait 45 effets, et du coup ça va être assez drôle en fait ce genre de partie là. Où typiquement les adversaires sont un peu embêtés. Si vous embêtez ça va pas, si vous embêtez pas ça va pas, parce que si vous attaquez vous allez juste empaler vos créatures qui vont mourir, même pas besoin d'effets de sacrifice, enfin voilà. Vous allez leur causer des dilemmes constants et c'est assez fun. Et en fait ça synergise très bien avec des cartes qui sont déjà très bonnes. Le Pince-Crâne c'est déjà très joué, Blood Artist et Cutthroat on les voit souvent, Ashnon Altar pareil. Ça c'est le Revel Riches, c'est une carte que j'aime bien, qui va très vite générer énormément de valeur, voire éventuellement vous gagnez la partie, puisqu'au début de votre entretien, si vous contrôlez 10 trésors ou plus, vous gagnez la partie. Ce qui veut dire que si un adversaire joue une colère de dieu et ne casse ni Revel Riches ni vos trésors, vous allez potentiellement juste gagner la partie comme ça. Et ouais, ça synergise bien avec juste un simulacre solennel par exemple. En blanc-noir, une des problématiques que vous pouvez avoir, c'est que pour ramper, pour avoir plus de mana, vous êtes obligé de jouer des artefacts, parce que vous n'avez pas accès au vert. Et ça vous met à la portée d'une carte comme Vengeance selon Acroma, qui détruirait tous les artefacts, les enchantements et les créatures. Et du coup, vous pourriez vous retrouver avec le joueur vert qui a encore tout ce terrain, et vous venez de perdre 10 mana.
Et du coup, c'est là où une carte comme Simulacre Solennel est assez forte parce qu'elle vous permet d'aller chercher un terrain, de pas donner envie en fait de vous attaquer, parce que si on vous attaque et meurt, vous piochez une carte, vous bloquez avec en fait. Et là, sur Taiza, vous piochez 2 cartes. Donc vous récupérez un petit peu plus de valeur. Et c'est constamment en fait des cartes qu'on aime bien jouer de manière générale en fait, comme le marché noir en fait. À chaque fois qu'une créature meurt, on met un marqueur charge dessus. Et au début de notre première phase principale avant d'attaquer, on gagne un mana noir pour chaque marqueur charge en fait sur le black market. Et vous savez bien, en EDH, ça monte très vite en fait. Il suffit de faire une colère de dieu, vous avez 10 marqueurs dessus, et en une carte, vous allez vous ajouter 10 mana à chaque tour. Et alors là, si vous le doublez avec Taiza, c'est super drôle. Donc c'est là où ce deck là fait très envie en fait. C'est que vous voyez directement arriver des tonnes de synergies super fun en fait. Ensuite, le deuxième qui a fait assez envie, c'est Nika of the Always. Nika, on n'a plus le droit de jouer de sort non créature, mais on double nos mana en fait. À chaque fois qu'on engage un terrain pour du mana, on ajoute un mana de plus. Et en fait, ça change de Radha dans les couleurs. Ah, est-ce qu'il y a la bonne? Non, c'est pas la bonne. Je vais peut-être la trouver. Hop, ici. Voilà, Grand Warlord. Hop, on le remet là. Là, en fait, l'idée c'est que vous lisez Radha, celle-là ou l'autre, hein, en fait, elle va ajouter du mana en fonction du nombre de créatures qui attaquent. Et elle coûte un peu moins cher. Donc en fait, ce qui est assez intéressant avec Radha, ça va être de jouer des petites créatures, des elfes de la noire, des producteurs de jetons en fait, pour avoir plein de créatures, hop, plein de créatures. En fait, on va essayer d'accumuler les trucs qui vont faire en sorte qu'on a plein de petites créatures qui attaquent pour faire plein de mana. Du coup, c'est pas très intéressant de jouer juste des grosses créatures en fait avec Radha. Vous avez envie d'avoir de la masse sur la table. Et c'est là où en fait Nika apporte quelque chose de très différent et du coup très cool en fait. C'est que Nika propose en fait ce côté, je m'accélère un petit peu, je pose mon Nika. Et là en fait, j'ai pas besoin d'avoir 35 créatures, je peux juste me dire je joue les meilleures créatures qui me font envie. Donc Nika, ça peut être une variante en fait en vert rouge qui s'oriente un petit peu plus sur des grosses créatures, sur juste les meilleurs gros tons dans les couleurs. Donc c'est là où c'est assez sympa en fait comme carte. Elle permet tout simplement de filer une alternative en fait à ces jeux vert rouge rampe où autant Radha vous allez plus vouloir la jouer quand vous jouez jetons ou petites créatures, autant Nika vous allez plus vouloir le jouer quand vous jouez des gros tons. Donc ça c'est cool. Vannifar, je suis fan d'elle en Duel Commander. On est en train de discuter pour voir s'il y a une liste qui serait jouable et qui pourrait vraiment performer. Avec des gros débats sur est-ce que finalement c'est si fort que ça, etc. Donc on sera amené à en reparler sur la chaîne, soyez-en assurés. En multijoueur, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous laissez le joueur dégager avec et vous interagissez pas avec lui, il y a des boucles en fait qu'il peut faire pour hop, je sacrifie une créature, je vais chercher une créature qui coûte 1 de plus et je monte comme ça jusqu'à trouver une combo mana infinie et de fil en aiguille qui devient je gagne la partie. En l'occurrence, une des options qui est souvent jouée en fait en Commander, c'est Flash Hulk avec Protean Hulk. Hop. Et en fait, vous allez remonter jusqu'à la carcasse puis la sacrifier. Et ça vous permet d'aller chercher des cartes et un quantity mana total de 6 des créatures. Et là, vous allez aller chercher en fait le nouveau Edric. Donc pas celui-là. Décidément, hop. Et je le retrouve là-bas. Pendant le nouveau Ezuri, c'est parce que je suis en boulet que ça marche pas. Ça arrive. Le nouveau Ezuri en fait qui va choper des marqueurs en fonction du nombre de créatures avec une force de 2 ou moins qui arrive en jeu. Plein de créatures en fait qui coûtent 0 et qui ont une force faible. Par exemple, Phyrexian Walker. Donc vous récupérez plein de cartes comme ça qui vont trigger Ezuri, qui vont faire qu'il a plein de marqueurs. Et le Sage des Heures. Et du coup en fait, ce qui se passe c'est que vous allez récupérer 5 créatures qui coûtent 0 et qui ont une force de 2 ou moins. Comme justement le marcheur Phyrexian. Vous allez récupérer Ezuri et le Sage des Heures. Et ensuite vous allez déclarer une phase d'attaque. Et Ezuri va dire tiens, je mets 5 marqueurs plus en sur quelque chose. Oh bah je choisis le Sage des Heures. Bon, moi j'attaque avec rien, mais maintenant je sacrifie 5 marqueurs et je prends un tour supplémentaire. Et en fait, maintenant vous avez des tours supplémentaires infinis.
Donc il y a cette combo-là qui existe, il y en a d'autres, hein, mais du coup déjà il y a des gens qui jouent en EDH multijoueur compétitif, donc les formats en GP où on essaie de tuer toute la table le plus vite possible. Et donc ça déjà c'est très fort. Là en fait la problématique de Vannifar, ça va être de le monter. Imaginons que vous avez une table conviviale, vous allez avoir du mal à monter Vannifar d'une manière qui n'est pas trop forte pour la table. Parce que typiquement, dès que vous avez un problème, vous sacrifiez une créature, vous allez chercher la solution à votre problème. Dès que vous avez besoin de tuer, vous l'engagez, vous allez chercher de quoi tuer. Si vous mettez une combo, vous allez tuer très vite. Si vous mettez tous les trucs pour monter, vous allez tuer très vite. Et du coup, c'est ça le souci en fait, c'est que si vous allez avoir du mal peut-être à trouver un équilibre. Je pense que ça va être le plus grand challenge en fait, sur Vannifar, c'est que si vous voulez le faire le plus fort possible, ça va se faire très vite en fait. Très vite, ça va être très fort, ça va mettre une pression phénoménale, et même pour pas très cher, hein. Il n'y a pas grand chose à investir dans la base de mana, il n'y a pas grand chose à investir dans les cartes, c'est pas cher. Vous faites un Vannifar compétitif, c'est pas cher, c'est fort. Par contre, si vous voulez pas être trop fort, vous allez commencer à mettre plein de cartes qui servent pas à grand chose pour monter dans le pod, mais sans avoir quelque chose de vraiment fort dans lequel aller chercher. Du coup, vous allez jouer plein de cartes pas folles. Vous allez peut-être accumuler des solutions, mais pas forcément trop de moyens de gagner. Et du coup, vous allez vous retrouver à faire un peu turbo-rien de votre côté, ce qui est jamais très agréable. Donc, Vannifar, c'est ça le challenge principal, et c'est ça qui fait que... par exemple, il y a de la chaîne Command Zone qui a sorti leur nouvel épisode où ils jouent justement 4 des nouveaux généraux et ils font toute une partie de Commander qui le filment, et c'est un truc qu'ils font régulièrement et qui est super sympa, mais ils n'ont pas osé jouer Vannifar, et je pense que c'est à cause de ça en fait, à cause du fait que Vannifar, trouver l'entre-deux aurait été complexe en fait, soit la partie se terminait trop vite, soit on se trouvait à faire un peu turbo-rien. La Vigna c'est pareil, elle est un peu moins jouée, et c'est parce que typiquement elle est assez sympa en stacks en fait. C'est-à-dire que elle va bloquer l'adversaire, et encore elle va le bloquer d'une manière qui est pas très intéressante en Commander multijoueur en fait. Les adversaires ne peuvent pas jouer de sort non créature qui ont un currency mana supérieur au nombre de terrains qu'ils contrôlent. Ça arrive pas si souvent que ça au final. Les adversaires ne peuvent pas jouer un sort si aucun mana n'a été dépensé pour jouer ce sort. Autant en compétitif, on va jouer des packs de négation, des packs de l'invocateur, des mana crypt, des trucs qui coûtent 0, des force of will, etc. Autant en convivial, on va pas en jouer beaucoup. Et du coup, on se retrouve avec une 2-2 pour 2 qui sert à rien. Et en plus, il n'y a pas un thème très fort autour en fait. On va pas se dire direct, ah bah tiens, ça je veux jouer. C'est pas comme Teysa, où je vais me dire, ah bah direct, je veux plein de cartes qui ont des effets quand elle meurt, plein de cartes de sacrifice, plein de cartes qui reviennent en jeu quand elle meurt, etc. Non, là, je vois pas trop ce que je peux jouer. Donc, il va y avoir des cartes assez typiques de ce jeu-là, comme le Knowledge Pool en fait, qui fait que les adversaires ne peuvent plus jouer de sorts, mais nous on peut continuer à en jouer. Mais tout le reste, c'est des cartes de contraintes en fait. Ah, vous pouvez beaucoup chercher, vos sorts coûtent plus cher, je détruis tous les terrains, vos sorts coûtent plus cher. Et en fait, c'est que des cartes que les gens n'aiment pas affronter en multijoueur convivial. Et du coup, c'est ça le gros souci de la Vigna, c'est que soit la manière de le construire n'a absolument rien d'exceptionnel, soit vous jouez que des cartes que personne n'aime. Du coup, quoi qu'il arrive, tout le monde va vous détester en fait. Soit votre deck est naze à voir, soit il est naze à affronter. C'est genre super, double pouce, voilà, du bonheur. Donc ça va être le gros truc qui va heurter la Vigna en Commander multijoueur. Rakdos, il arrive, on tire à pile ou face pour toutes les créatures qui sont pas des démons, des devils ou des imps. Donc voilà, c'est des diablotins ou en tout cas toutes les variantes de démons. Et on détruit tout ce sur quoi on a fait face, je crois. Non, c'est pile, enfin bon, peu importe. En gros, on joue à pile ou face et on a une chance sur 2 de perdre toutes les créatures. Donc, en zone de commandement, on a un gros démon qui peut détruire une bonne partie de la table, et on va probablement jouer démon tribal en fait. On va jouer plein de démons qui vont bien avec. Hop, voilà, plein de démons qui sont un peu classiques de l'EDH. Qui font des effets divers et variés sympas. Donc voilà, c'est un démon tribal. On peut jouer le pouce de Krark qui peut nous assurer qu'on tue toutes les créatures adverses et qu'on garde toutes les nôtres à chaque fois qu'on joue, vu qu'on lance 2 pièces par créature et on choisit la pièce qu'on garde. Donc on a quand même de bonnes chances de faire ce qu'on veut à chaque fois.
Donc voilà, c'est un deck un peu typique. Pour le coup, il n'y avait pas forcément de général démon tribal et pas forcément en noir-rouge qui sont justement la combinaison de couleurs qu'on a le plus. Donc c'est sympa que ça existe. Après, c'est pas une carte où on va. C'est plus un thème en fait, parce que bah ouais, le thème démon fonctionne bien avec, mais c'est pas la carte qui synergie énormément avec. Ça reste juste une grosse carte qui tue plein de créatures et qui est 6-6 vol piétinement. Donc c'est sympa, mais pas plus. Judith par contre était aussi jouée au command zone, parce que encore une fois on a cette même synergie. Déjà elle booste nos créatures, donc avoir plein de jetons ou plein de créatures en jeu c'est intéressant. Et à chaque fois qu'une créature non jeton qu'on contrôle meurt, on peut coller 1 à une cible. Et du coup là c'est assez intéressant. Bah justement là encore une fois, alors ils affichent pas les thèmes, mais c'est encore intéressant de jouer plein de cartes qui vont arriver au cimetière en fait. Toutes les cartes comme Plague Crafter par exemple, la dernière carte qui dit elle arrive en jeu, chaque joueur sacrifie une créature ou un Planeswalker, qui permet du coup de s'assurer, et si ils en ont pas ils défaussent une carte, donc il permet de s'assurer qu'on contrôle la table et qu'on ralentit le développement de tout le monde à la fois, et en plus il va au cimetière donc on colle 1 à une cible. Et ça va être un petit peu ça, Squee il meurt on peut le rejouer, Squelette rassemblable il meurt on peut le ramener, donc on va jouer plein de cartes comme ça qui vont aller au cimetière et revenir, et qui vont nous permettre de pinguer en fait, comme on appelle, de coller un petit dégât par-ci par-là. Et à force, on va encore une fois accumuler des effets avec le marché noir, avec le bombardement, avec le Pitiless Plunderer, avec Dicta d'Erebos, etc. On va accumuler des effets qui vont faire bah tiens, j'ai une créature qui est morte, je mets un compteur sur mon marché noir, j'ai gagné un trésor, tout le monde sacrifie une créature. Donc j'accumule des effets et je vais me retrouver en fait avec un deck très synergique, avec beaucoup d'effets qui s'accumulent, qui font des trucs en fait assez drôles. Parce que justement, il y a un truc qui s'est passé, puis il y a tout un tas d'effets qui se sont ramenés, et c'est un côté cool et impressionnant à voir, avec chaque carte qui est un petit peu bien de son côté, qui fait un petit peu tout de son côté, et toutes les cartes empilées qui font des trucs phénoménaux, et éventuellement après on va se retrouver à la fin à faire sacrifier une créature, j'ai tué toute la table. Et voilà, le moment un petit peu marrant où tout le monde a le genre hein? Quoi? Mais pourquoi? Non! Ah! Donc voilà, Judith, ça va encore être sympa. Ce qui n'est pas forcément autant le cas justement du Runt of Hightower, qui est pour 6 une 3-3 vol lien de vie. Quand à l'attaque, le joueur défenseur uniquement défausse une carte, donc c'est un seul joueur. Quand une carte est mise dans un cimetière depuis n'importe où, on met un marqueur +1/+1 sur le Hightower, donc il va grossir assez rapidement, ça c'est cool. Il peut assez rapidement se retrouver à être une grosse vol lien de vie, mais elle n'a pas grand chose pour la protéger non plus, donc il va falloir lui mettre des jambières, il va falloir trouver des trucs. Donc voilà, le problème en fait c'est que c'est plus juste une grosse créature en fait. Des grosses créatures on en a déjà en fait. Et par exemple, hop, et pas genre, je dois pouvoir le retrouver ici. Mais voilà, des grosses créatures il y en a plein, et notamment Ishai en fait, en partner. Ishai, à chaque fois qu'un adversaire joue un sort, on lui met un marqueur +1/+1. Et c'est un vol aussi. Donc elle grossit vite, sauf qu'elle a partner en fait, donc on peut avoir une deuxième carte avec et on peut se retrouver à jouer 4 couleurs, 3 couleurs, à la mettre comme ça avec des créatures qui vont bien. Et c'est ça que je trouve dommage en fait avec le Runt of Hightower en fait, c'est vraiment ce côté, juste une grosse créature, c'est vu et revu, donc je pense que ça sera pas fou. Et c'est un peu pareil pour Zegana, où Zegana, ok, elle est grosse, elle arrive en jeu, potentiellement si on a déjà une créature avec un marqueur +1/+1 plus une carte, on peut l'adapter, elle devient 8/8, et les créatures qu'on contrôle avec des marqueurs +1/+1, le piétinement. Bon, c'est mignon, mais c'est juste une grosse carte. C'est pas comme justement un Ezuri qui va pouvoir accumuler, ou un Vorel, ou un Atraxa, ou un Crash expérimental, qui vont pouvoir accumuler en fait plein de compteurs, plein d'effets en fait au fur et à mesure, et avoir ce côté de force incrémentale qu'on recherche beaucoup en EDH, de accumuler petit à petit des effets qui vont se combiner et qui vont faire que on a pris l'avantage suffisamment sur la table et on a gagné. Et personne peut dire ah ouais t'as joué cette carte là, elle était trop forte. Non, j'ai pas joué cette carte là, elle était trop forte. J'ai joué 6 cartes différentes, vous m'en avez géré aucune, et les 6 se combinaient bien, j'ai des synergies qui marchent bien dans mon deck, et du coup j'ai fini par prendre un avantage significatif. Ce qui est vraiment un état d'esprit différent, et ce qui est souvent l'état d'esprit qui marche le mieux en Commander multijoueur convivial, parce qu'on a à la fois un deck qui est très agréable à jouer, qui synergise très bien, à la fois on accumule des effets qui du coup sont sympas et qui seuls ne font pas peur, et à la fois quand le tout est arrivé,
là on a gagné la partie parce que le tout combiné nous faisait trop d'avantages. Et c'est généralement les victoires qui sont les plus plaisantes pour toute la table. Voilà, donc au niveau des cartes, il y a une carte qui a fait couler masse d'encre, c'est Smothering Teeth. C'est un enchantement du coup pour 3 incolores 1 blanc. Et à chaque fois qu'un adversaire joue une carte, soit il paye 2, soit s'il le fait pas, on gagne un trésor. Et elle a fait penser à beaucoup de gens à Ristic Study, en fait, qui est un peu le même principe et qui a beaucoup monté. À la base, elle coûtait pas cher, c'est-à-dire que là, on la voit à 20 $. Alors, on peut peut-être la trouver moins chère sur certains sites, mais en tout cas, voilà, elle coûte cher. À une époque, j'allais dans mon magasin local et je l'avais vue dans un classeur, j'en ai pris 4 à 50 centimes pièce. Donc c'est une carte qui a monté énormément grâce au multijoueur, ce qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire joue un sort, soit on pioche une carte, soit il paye un mana. Et du coup c'est typiquement le genre de carte qui, si les adversaires commencent à dire ah bah j'en ai marre, ça m'a ralenti, etc., vous allez piocher énormément de cartes. Et encore c'est qu'un mana par carte, donc parfois, je veux dire, si vous jouez une ou deux cartes par tour, ça vaut le coup de payer. Mais si vous jouez beaucoup de cartes par tour, ça devient difficile. Et pourtant il faudrait, parce que sinon le joueur va prendre tellement l'avantage qu'il va être dur à stopper. Alors après il y a toujours la méthode rouge, hein, qui est en dash multijoueur. Ah, je sais pas gérer l'enchantement, bon moi je gère le joueur, hein. Donc c'est une méthode. Smothering Teeth, ça marche assez bien en fait pour ça. Sauf qu'il faut payer 2, donc déjà il y a peu de chances pour que les gens payent. Le mec qui pioche direct il doit payer 2, ça va pas arriver si souvent que ça, donc on va accumuler beaucoup de trésors. Et autant on peut pas forcément forcer un joueur à jouer un sort avec Rustic Study pour piocher plein de cartes, autant on peut forcer un joueur à piocher des cartes. Et c'est là en fait où Smothering Teeth c'est très différent, c'est qu'on va... alors, est-ce qu'on va le trouver? Bon c'est pas grave, je vais le mettre là. En fait, là où les gens ont trouvé que c'était super drôle de synergiser les deux, c'était avec des cartes comme Roue de la Fortune. Tous les joueurs doivent se défausser de leurs mains, puis piocher cette carte. Donc, il y a plein de variations moins chères. Hein. Là, en fait, ça veut dire que, imaginons, on est une table de 4, on se refait tous une main. Bah, en fait, soit les joueurs doivent se répartir 42 mana à payer, soit je gagne 21 trésors, en fait, vu qu'ils ont pioché 21 cartes. Et ça, c'est... En fait, ça, pour 3 mana, je viens d'en faire 21. C'est juste phénoménal. Et je viens de me refaire une main de 7. Donc j'ai des cartes à jouer pour dépenser ces trésors. Et c'est ça qui est très fort avec Smothering Teeth, c'est que déjà c'est un accélérateur en blanc, et le blanc manque cruellement. Là en plus il y a vraiment des synergies très claires pour réussir à faire énormément de mana et faire des effets super drôles et prendre un avantage phénoménal sur la partie. Donc ça moi j'en ai commandé 8. Voilà, je vous le dis cash. C'est-à-dire que je l'ai vu, je me suis dit ok, alors je le veux dans tous mes multi-blancs. Donc très bien, j'en prends 8. Vu qu'en plus, à la base, en précommande, il coûtait pas cher. Et là, petit à petit, il monte. Donc ça montrera... Alors, ça montera peut-être pas à tant que ça, même si ça pourrait finir par monter au prix de Ristic Study, hein, vu que ça va devenir un staples, comme on dit. Une carte vraiment classique de l'EDH, je pense. Donc ça pourrait finir par monter haut. Et j'ai préféré en prendre pendant qu'elle coûtait 75 centimes. Je crois que là, elle est déjà montée à 1,50. Ensuite, le Priest of Forgotten Gods. Alors typiquement, ça va bien avec le Teysa, avec Judith, etc. qu'on a vu au-dessus, vu qu'on sacrifie 2 autres créatures, potentiellement des petits jetons de créatures ou des cartes qui vont revenir, etc. Et tous les autres joueurs perdent 2 points de vie. Et ils sacrifient une créature en plus. Et nous, on ajoute 2 mana noir et on pioche une carte. Donc, on a perdu 2 cartes, mais on a gagné une et tous les autres en ont perdu une. Donc on n'a pas perdu tant que ça en échange, puis on a gagné un petit peu de mana et ils ont perdu des points de vie. Donc c'est une petite carte en fait qui synergise très bien avec tous ces jeux qui accumulent soit des jetons, soit des petites créatures qui vont revenir. Donc voilà, ça marche très bien dans beaucoup de synergies. Le Thiefstaker, alors il a l'Afterlife, donc il marche bien avec Teysa, c'est-à-dire quand il va mourir on va avoir 2 jetons, un noir et blanc esprit, et qui vont permettre de synergiser avec toutes les autres cartes, genre Pinscan par exemple, et piocher 4 cartes, etc. Et il fait que les sorts et les capacités coûtent un peu plus cher pendant notre tour. Donc il est pas très intéressant en multijoueur, voilà, je trouve. Et son dex c'est déjà énorme. Là où il est assez intéressant, c'est en 1 contre 1 par exemple. Mais le problème c'est qu'il est un petit peu faible en fait, il coûte pas cher mais il fait pas grand chose. Après, voilà, dans Teysa il file toujours 2 jetons, il peut toujours faire en sorte que les autres joueurs viennent un peu moins nous embêter pendant notre tour. C'est pas nul, mais c'est pas foufou quoi. Le Rhythm of the Wild,
déjà toutes les sortes de créatures ne peuvent pas être jouées, pas être contrées, et ça si vous avez des joueurs bleus dans votre entourage, potentiellement c'est un truc qui peut vous faire plaisir. Et toutes les créatures non jetons ont Riot. Donc ça n'a pas marché par rapport à... En fait la meilleure comparaison c'est Feu de la Yavimaya qui a le même coup, qui dit toutes les créatures ont la célérité et on peut le sacrifier pour filer plus de à une créature. Là c'est pas toutes les créatures, donc imaginons on a un plan avec Vengeur de Zendikar pour mettre plein de plantes et ravager la table d'un coup sans crier gare. Là ça marchera pas parce que les jetons n'auront pas la célérité. Mais toutes les créatures ont Riot, et déjà on a le choix, c'est-à-dire que soit on leur met un marqueur +1/+1 et potentiellement on a des synergies avec ça, soit on leur file la célérité, et ça peut se cumuler avec d'autres effets, c'est-à-dire que vous savez que vous avez vos jambières d'éclair et que vous pouvez déjà lui filer la célérité, bah vous lui filez un marqueur +1/+1 à la place. Ou si vous avez plusieurs cartes avec Riot, bah vous filez plusieurs marqueurs +1/+1, puis la célérité, etc. Donc c'est le genre d'effet qui fait plaisir en rouge-vert que je vois souvent des gens chercher pour créer la surprise, pour plus vite se servir de certains généraux qui ont des effets peut-être d'attaque intéressants. Donc voilà, c'est un classique qui sera joué. Bidevil, en fait, on avait le choix dans le format avant entre terminaison, qui était je détruis une créature en éphémère, ou vrille des fois, je détruis une créature ou un arpenteur mais en rituel. Et on n'est pas forcément d'entre-deux, et l'éphémère en fait est vraiment intéressant en multijoueur parce qu'on peut attendre de voir si un truc est réellement menaçant avant de le gérer et du coup faire la surprise. Typiquement, un adversaire attaque, on tue pas sa créature tout de suite, on attend de savoir qui est-ce qui l'attaque. Et bah, si c'est nous qui l'attaquons, c'est ah non, attention, je te la tue. Hein. On peut même négocier avant et faire de la politique. C'est très populaire aux États-Unis, c'est un peu moins populaire en France en fait, mais la politique marche très bien ici. C'est alors. Tu pourrais m'attaquer, mais moi j'ai du mal à dégager, moi j'ai mon anti-bête. Est-ce que vraiment t'as envie de m'attaquer moi? Et du coup vous vous êtes amené à discuter et vous pouvez dire écoute, je l'aime bien ta créature en soi, je l'aime bien, mais tu comprends, si elle va chez moi, je l'aime un peu moins. Et tu l'aimes toi aussi ta créature, t'as peut-être envie qu'elle reste en jeu. Est-ce qu'on peut pas trouver un petit arrangement? Genre, t'attaques machin et ta créature reste en vie. Ça me paraît bien quand même comme deal. Donc voilà, typiquement ça aussi sera jouable parce que ça fait le choix entre artefact, créature et arpenteur, donc c'est assez polyvalent et c'est éphémère. Le projet gardien, en fait, quand une créature non jeton arrive en jeu sous notre contrôle et qu'elle n'a pas le même nom qu'une autre créature, on pioche une carte. Et en dash, ça sera jamais le cas à peu près, à moins que vous jouiez des clones en fait. Les créatures auront toujours des noms différents. Et du coup c'est un peu un enchantement, une version enchantement de chuchoteur de bêtes, qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort de créature, on pioche une carte. Alors là, il faut qu'elle arrive en jeu, donc si elle s'est fait contrer, ça marche pas. Alors que le chuchoteur, ça marche, mais le chuchoteur, c'est une créature, c'est-à-dire qu'à la première colère de Dieu, elle va y passer. Donc l'avantage en fait du projet gardien, c'est que ça peut rester en jeu. Et c'est typiquement intéressant dans un jeu comme Karametra. Moi, je le joue dans Karametra en fait. On va peut-être le trouver, non, c'est pas grave, hop. Alors, Karametra, on joue pas mal de créatures, parce que quand on joue une créature, on va chercher un terrain. Et c'est un enchantement, et du coup moi je le joue en version enchantresse. Donc je joue plein d'enchantements et des créatures qui vont en fait constamment arriver. Je joue par exemple justement le lion à crinière blanche. Parce que je le joue, il arrive en jeu, je dois renvoyer une créature que je contrôle dans ma main, c'est oh mince, je ramène le lion dans ma main. Et du coup je vais chercher des terrains en boucle, et avec des cartes comme justement le projet gardien, bah, je vais piocher des cartes aussi en boucle. Donc à chaque fois que je joue mon lion en éphémère, je fais une croissance luxuriante et je pioche une carte. Donc j'accumule des effets assez sympas. Donc là typiquement, en plus les jeux verts n'ont pas forcément de grande facilité à piocher. Et typiquement ça va rentrer dans tous les jeux verts. C'est pareil, j'en ai pris 4 parce que des jeux verts qui ont besoin de piocher, qui n'ont pas assez actuellement, j'en ai plein. La colère selon Kaya, le problème c'est qu'elle est très colorée. Et pour 2 blancs, 2 noirs, on détruit toutes les créatures et on gagne tant de points de vie que le nombre de créatures qu'on contrôle qui ont été détruites de cette manière. Et le problème en fait c'est que ça coûte 4 colorés. Et au final on a fumigation à côté qui fait globalement le même taf. On détruit toutes les créatures et on gagne 1 point de vie pour chaque créature détruite de cette manière, même celle des adversaires. Et du coup c'est typiquement une carte où on dit bah tiens pour 5 j'ai rasé la table, j'ai gagné 15 points de vie, je me sens beaucoup mieux d'un coup. Et du coup je trouve ça dommage en fait cette nouvelle carte là, c'est à dire que autant je vous conseille fumigation en EDH convivial qui fait très bien son taf, autant je vous conseille moyennement Kaya's Vras, à moins de vraiment que vous jouez blanc-noir et vous êtes hyper stable sur votre base de mana et vous arrivez tout le temps à payer 2 blancs, 2 noirs, etc. Et dans ce cas là pourquoi pas. Mais je suis pas fan au final, c'est dommage, une opportunité ratée je trouve. Après c'est aussi prévu pour le type 2, hein, où ils en ont marre de se taper des fumigations en type 2, donc ils essaient de trouver un truc un peu plus contraignant qui sera mon jeu.
Lui, ses obligations, c'est juste une 2-1 Afterlife. Donc même si sur Taiza ça met 4 jetons 1-1, je trouve pas ça fou. Par contre, le Endrace Forerunners, en fait, ce qui est très sympa, c'est que c'est une alternative à Behemoth Caverne de Cratère. Alors lui, en fait, donc déjà le Behemoth, c'est pour 8, une 5-5 célérité, et quand elle arrive en jeu, elle file plus X piétinement à toutes les créatures. X étant le nombre de créatures qu'on contrôle, toutes nos créatures. Et du coup, c'était typiquement joué, genre j'ai 7 créatures en jeu, bon bah je joue ça, je fais plus 8 piétinement à tout le monde, ça a la célérité, j'attaque avec tout, et je tue tout le monde. Le problème, c'est que déjà, elle coûte cher, comme vous le voyez, et il y avait le risque en fait où, ah mince, j'ai assez pour tuer 2 joueurs, pas le dernier. Mais si j'attaque avec tout, bah, je cours le risque que le dernier il me tue en m'attaquant. Et du coup, je vais attaquer qu'un joueur pour pas prendre de risque, et au final, j'ai pas tué grand monde. Alors là où l'alternative est sympa, c'est que le Endrace Forerunners, déjà pour l'instant, il coûte rien. Et il arrive en jeu, il file plus de vigilance et piétinement à toutes nos créatures. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir attaquer avec tout sans se mettre en danger, vu qu'absolument tout à la vigilance, ça va rester disponible pour bloquer. Donc c'est la version hyper safe, on le joue, on tue un joueur, peut-être pas deux, là encore, parce que il file pas cette boost. Donc c'est pas non plus Behemoth Caverne de Cratère, il a pas la même puissance brute, mais il a cette capacité justement à dire j'ai tué un joueur qui était menaçant sans même me mettre en danger. Et c'est ça qui est assez fort. L'ascension simique, elle peut mettre des marqueurs +1/+1 déjà, donc dans tous les jeux marqueurs +1/+1 comme Ezuri qu'on voyait tout à l'heure, ça marche bien. Quand un marqueur +1/+1 est mis sur une créature, on met autant de marqueurs croissance sur l'ascendance, et quand au début de notre entretien, si on a 20 ou plus marqueurs croissance dessus, on gagne la partie. Et du coup ça marche très bien justement, et vous allez voir typiquement si je clique dessus, hop, on me dit directement Ezuri. Parce qu'Ezuri, le principe c'est que au bout d'un moment je suis obligé de mettre des D20 sur mon compteur d'expérience d'Ezuri, parce qu'il a tellement d'expérience que je fais une phase d'attaque, je mets 25 compteurs sur une créature en fait. Et j'attaque avec une créature qui est probablement genre 27-27. En fait on va jouer plein de cartes qui arrivent en jeu avec une force de 2 ou moins, on va accumuler l'expérience et mettre plein de marqueurs +1/+1. Et voilà, il y a plein de cartes en fait qui sont juste cool, comme un Oracle Annelé, où on va avoir des cartes qui éventuellement peut-être mettent des jetons. Je vais peut-être en trouver une quelque part. À force. Bon, je peux doubler les marqueurs avec une Deep Glow Skate. Voilà, je peux mettre des Ooze avec le Biogenic Ooze. Je peux, voilà, avec un Avenger of Zendikar, d'un coup je vais lui mettre 8 d'expérience. Donc l'expérience monte très vite. Ce qui veut dire que vous mettez très vite beaucoup de marqueurs de croissance sur l'ascendance de Simic. Et du coup, ça peut être un moyen de victoire alternatif. Et là, c'est assez intéressant. Le problème en fait, c'est que déjà, ça vous donne un côté menaçant parce que c'est vraiment, il n'y a pas de doute. Il y a marqué gagner la partie. Donc vous devenez une cible et l'autre effet en fait coûte cher pour mettre des marqueurs +1/+1. Et du coup, vous avez le choix entre faire un peu rien ou devoir payer très cher pour faire des effets, ou avoir vraiment une grosse cible sur votre tête pour toute la table. Et c'est ça que je trouve dommage et qui fait que je la jouerai peut-être pas parce que c'est un peu trop dangereux, je trouve. C'est qui tout double quoi. Ensuite, bon, tous les lockets ils sont rejoués de temps en temps. Il y a des accélérateurs moins chers, mais ceux-là ils se sacrifient pour piocher 2 cartes. Et du coup, justement, on parlait des niveaux de deck récemment. Et là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est dans les decks de niveau 1 à 6 à peu près, où vous pouvez vous permettre d'être un petit peu moins rapide. Mais pouvoir avoir l'option de sacrifier votre locket pour piocher 2 cartes si à un moment vous essoufflez, c'est assez intéressant. Donc c'est pas fou, mais ça reste correct, c'est une petite commune agréable quoi. Le Séraph, là c'est un peu mieux. Elle a l'Afterlife, donc elle est encore une fois bien dans Taiza. Sans Taiza, ça met 2-1-1. Avec Taiza, ça en met 4, ce qui est correct, ça va permettre de déclencher pas mal de synergie. C'est une 4 vol pour 4, donc c'est un bon rapport qui a été pris. Elle peut avoir la vigilance, donc attaquer et rester un bloqueur, ce qui est intéressant en multijoueur. Et elle peut avoir le Death Touch, donc faire peur aux bretons qui vous attaquent. Et du coup, ça en fait une carte qui est assez correcte et complète en fait à mettre dans un jeu. Elle est pas ouf, mais si vous l'avez chopée et vous la jouez, elle marchera bien. La grosse Spiral, on pioche une carte et on met un terrain en jeu depuis notre main. Et du coup, c'est un accélérateur qui ne nous coûte pas de cartes, ce qui est assez intéressant. Et du coup, ce sera joué, je pense. Et c'est typiquement intéressant dans Tatiova. Dans Tatiova, chaque fois qu'on joue un terrain, enfin qu'un terrain qu'on contrôle arrive en jeu, on gagne un point de vie, on pioche une carte. Et du coup là ça veut dire tiens, je pioche une carte, je pose un terrain, je pioche une carte, je gagne un point de vie. Pour 2 mana, j'ai pioché 2 cartes, j'ai gagné un point de vie.
c'est dur de faire mieux. Et j'ai besoin d'interrupter. Donc voilà, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on veut. Donc typiquement, ce sera joué dans ce genre de jeu-là. Et même si vous jouez bleu-vert, ça peut rester un accélérateur en plus qui vous coûte pas de cartes, donc qui est toujours intéressant à avoir sous le coude. Ensuite, le druide de l'incubation, c'est encore une fois bien dans Ezuri. Et je vous rabâche Ezuri, mais je le joue. Et c'est vrai que ben voilà, dès qu'il a un marqueur +1/+1 sur lui, il ajoute 3 mana, sinon il en ajoutait déjà 1. Donc il est correct au tour 2, il permet de jouer Ezuri tour 3. Ensuite, très vite, il passe à filer 3 mana par tour. Donc dans tous les jeux avec des synergies de marqueurs +1/+1, il est cool en fait. Donc il sera joué, il est bien et voilà, c'est une très bonne carte dès que vous voulez jouer des synergies de marqueurs +1/+1. La Fride Mystique, c'est un peu moins bien. En fait, on joue déjà à Serpent Mystique qui était la même chose mais avec 1 d'attaque en moins. Et ça change absolument rien. Et Serpent Mystique est déjà pas très joué parce que c'est très coloré, parce que on a d'autres moyens de contrer des sorts, parce que voilà, il y a mieux à faire avec 4 mana dans le format. Donc ça mérite d'exister. Ça sera toujours synergique avec Momirvik, je suppose. Non, on n'a pas vu Momirvik dans les jeux joués. Bon, c'est très intéressant dans Momirvik, parce que Momirvik, si on joue une créature verte, on peut chercher dans notre deck une créature et la mettre au-dessus de notre deck. Si on joue une créature bleue, on peut révéler la carte du-dessus de notre deck. Si c'est une créature, on la met dans notre main. Du coup, si vous jouez une créature bleu-verte, vous cherchez une créature, vous la mettez dans votre main. Donc typiquement, une carte comme le serpent, enfin comme le mystique, les deux, sont intéressantes parce que tiens, bah, je pose une créature, je compte ton sort, je tutorise une créature. Et là, on commence à avoir des effets intéressants. Pour moi, c'est le seul moment vraiment intéressant de jouer la mystique. Vanifer, on en a parlé, et autant c'était bien en général, autant c'est très bien aussi en tant que tuteur pour remplacer une cause de gestation dans un jeu bleu-vert créature. Donc, vous jouez bleu-vert créature, jouez Vanifer, c'est une bonne carte. L'Enforcer, là pour le coup, il est un peu mieux que du coup le ministre. Pour 2, c'est un 1/2 Death Touch Afterlife. Donc encore une fois, dans un Taïsa ou dans une Judith ou un truc du genre, c'est sympa, c'est un bon bloqueur. Du coup, ça va vous protéger des agressions de début de partie. Et avec l'Afterlife, ça vous donne ce côté où ça a plusieurs usages et ça va renforcer des synergies. Le Vampire Vindicatif, à chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle meurt, on vole un point de vie. C'est ça qu'adversaire par un point de vie, on gagne un point de vie. Donc c'est pareil, ça accumule les effets de mort. Donc c'est bien dans les jeux à la Judith, à la Taïsa. Le Thunder Shaman, pour 4 une 5/5 qui peut pas être bloqué par plus d'une créature, donc déjà c'est assez correct au niveau de ses stats de base. Par contre 4 coloré, ce qui veut dire que vous allez généralement vouloir le jouer que dans un jeu rouge-vert, donc typiquement dans Nikia par exemple, dont on a parlé, et que s'il inflige des blessures de combat à un joueur, on détruit un artefact ou un chemin que ce joueur contrôle, mais on n'a pas de piétinement ou de vol ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça va être difficile à passer. Donc imaginons que vous jouez un jeu rouge-vert agressif où vous avez envie de coller des tatanes tout le temps et vous n'avez pas envie de jouer des cartes qui mettent pas de tatanes, bah du coup c'est intéressant parce que bim, direct vous le jouez, c'est un bon rapport qualité-prix, ça met des pains, ça pète des artefacts, des enchantements, donc pour le joueur en face c'est pas vraiment le bon choix quoi. Soit je bloque et je perds une créature, soit je bloque pas, je perds un cachet ou un enchantement ou un truc du genre. Donc dans tous les cas vous êtes chiant pour lui, donc ça c'est toujours du bonheur forcément. L'absolution éthérique, alors à la base c'est pas fou, en fait ce qui est assez intéressant c'est si vous avez un joueur qui joue des tokens dans votre groupe de jeu. Parce que vos créatures gagnent +1/+1, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1. Donc vous assurez que les tokens vous n'allez plus trop en voir. Et il peut toujours exiler des cartes d'un cimetière, donc faire de la gestion encore une fois. Et si c'est une créature, vous mettre un jeton 1 noir et blanc esprit, et qui pourrait bloquer éventuellement. Donc c'est là où la carte est pas naze, elle est pas folle, mais mine de rien, entre booster vos créatures, surtout si vous en avez plein, que vous jouez Taïsa ou potentiellement vous avez peut-être plein de jetons ou des trucs du genre, mettre -1/-1 à vos créatures adverses, donc déséquilibrer la balance vraiment, et peut-être tuer tous les jetons, etc. Donc ruiner une optique token qu'un joueur aurait. Si le joueur joue un Avenger of Zendikar, il va pleurer très fort, etc. Et potentiellement vous permettre une option en plus de gestion du cimetière et d'avoir des bloqueurs surprises qui seront 2/2. Voilà, ça commence, c'est pas fou, mais justement, encore une fois, si vous avez un jeu qui est de niveau 1 à 6, ben, ça suffit en fait, ça a déjà suffisamment de petits effets variés pour que la carte puisse mériter sa place éventuellement. Les loquettes, on n'en reparle pas, on en a déjà parlé. Le Krasis, il monte en prix énormément vu qu'il est joué en type 2 et qu'en ce moment il y a genre tous les jeux qui veulent le jouer. C'est un Muldrifter boosté aux hormones, hein, vu que, imaginons que vous payez 5, vous avez une 3/3, vous pichez une carte, vous gagnez un point de vie, vol piétinement. Vous payez 6, vous avez une 4/4 vol piétinement, vous piochez 2 cartes, vous gagnez 2 points de vie. Donc en fait, assez rapidement,
Et en plus, même si elle est contrée, vous le faites. Donc c'est assez intéressant face à tous les jeux contrôle déjà, où qui vous le contre ou pas, quoi qu'il arrive, vous allez piocher des cartes et vous serez gagnant. Et c'est assez imposant sur la table. Et du coup, pour tous les jeux qui éventuellement accumuleraient du mana, en plus, c'est assez intéressant. Mais en EDH, ça commence à coûter cher. Et c'est ça le problème en fait, c'est que vous payez 6, bon, c'est correct, hein, vous payez 6, vous piochez 2 cartes, vous gagnez 2 points de vie, vous avez une 4-4 vol piétinement, c'est pas mauvais. Mais c'est pas le genre d'avantage incrémental qu'on recherche dans le format. Donc c'est pour ça que je suis plus mitigé. Wilderness Reclamation, au début de votre étape de fin, vous dégagez tous les terrains que vous contrôlez. C'est typiquement intéressant en fait si vous jouez beaucoup en éphémère, si vous jouez beaucoup en flash, que vous avez des cartes voilà, qui donnent le flash, où ça va vous permettre d'avoir 2 tours entre guillemets. Mais c'est pas non plus une muse née des graines. Donc ce sera peut-être un petit peu joué, mais voilà, c'est dans 39 decks et je pense que ça ne montera pas énormément. Le Pitiless Pontife, lui, il peut. Donc c'est une 2-2 qui a un effet de sacrifice, donc ça peut être intéressant dans une Teysa justement. Et il gagne le Death Touch et l'indestructible. Du coup, c'est un bloqueur parfait en fait. C'est là où voilà, les deux se combinent bien. Vous sacrifiez une créature, vous activez 2 fois l'effet de mort. Et vous avez un bloqueur parfait qui va dissuader tous les gros tons en face. Donc là c'est assez intéressant en fait, juste parce qu'en début de partie souvent vous prenez des agressions et du coup une carte qui à la fois rentre dans votre stratégie et un bloqueur qui fait très peur, c'est intéressant. Le théâtre des horreurs, ça va typiquement être bien dans un rouge-noir agressif en fait. Au début de chacun de vos tours, vous exilez la carte du dessus de votre deck et pendant votre tour, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, vous pouvez les jouer. Et il a même une option pour payer 4 et coller 1 à un adversaire. Donc si vous avez des créatures et des moyens de coller des dégâts parce que vous jouez en jeu agressif, vous n'aurez jamais besoin de payer, vous allez avoir un joueur d'Arène Phyrexian qui vous met tout le temps des cartes de côté que vous allez pouvoir jouer. Et si vraiment vous avez un moment, un tour à vide, on vous a tué toutes vos créatures, etc., vous pouvez toujours payer 4 pour coller 1 à quelque part et du coup pouvoir rejouer les cartes. Et en plus, si vous faites mana infini en or rouge, on sait jamais, ça vous permet de tuer toute la table. Unbreakable Formation, en fait, typiquement, il y a beaucoup de jeux qui cherchent à s'étaler justement parce qu'on cherche un avantage incrémental. Et du coup, il y a toujours la question qui est mais si je me prends une colère de dieu ou une vengeance sur l'acroma ou un truc du genre, est-ce que je vais réussir à revenir en fait? Et il y a une option qui est et si je me la prenais pas en fait? Donc il y a déjà une carte qui est très populaire, qui a beaucoup monté en prix, qui est Teferi's Protection. Voilà, là on le voit à 45 €, je sais pas à quel prix il est sur les différents magasins parisiens, etc. Mais ça a beaucoup monté parce que ça dit jusqu'à notre prochain tour, notre total de points de vie ne peut pas changer. On a la protection contre tout, tout n'est permanent, passe hors phase et du coup on va être affecté par rien. Donc c'est un bon moyen de s'assurer de rester en vie à peu près quoi qu'il se soit passé dans la partie. Donc forcément c'est intéressant pour protéger tout notre board, pour rester en vie, etc. Mais une option comme ça est aussi intéressante parce que, et notamment dans un jeu peut-être avec des jetons ou qui synergiseraient avec des marqueurs +1/+1 parce que toutes nos créatures gagnent l'indestructible et si on la joue pendant notre tour, on met un marqueur +1/+1 sur toutes ces créatures et elles ont la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc c'est quoi les deux options? Option 1, un adversaire joue un truc pour raser votre board ou vous attaque en masse et vous rendez tout indestructible pour mieux bloquer, mieux survivre à la vrasse, etc. Soit c'est vous qui avez prévu de faire une grosse attaque et vous commencez par dire hop, +1/+1 sur tout le monde, indestructible sur tout le monde, elles ont toute la vigilance et maintenant je vous attaque tous. C'est un bon moyen de conclure une partie. Donc ça typiquement ce sera joué justement pour tous les jeux qui s'étalent. Électrodominance, pour 2 et X, on colle X à une cible et on peut jouer une carte qui coûte X ou moins. Alors autant en moderne c'est intéressant parce que ça permet de jouer des visions ancestrales ou des cartes du type en fait sans avoir passé par de la cascade. Donc je colle 2, hop je joue ma vie ancestrale, j'ai pioché 3 cartes, ou je joue ma Restore Balance, j'ai fait une balance en moderne, enfin il y a des applications en moderne et en legacy qui ont l'air vraiment sympa. Autant en multi on se dit mais à quoi est-ce que ça va servir? Et en fait c'est très simple. Un truc dans lequel ça marche très bien, c'est dans Yidris par exemple. Yidris, quand on a infligé des blessures de combat avec lui, un joueur pendant notre tour, tous nos sorts gagnent la cascade. Ce qui veut dire que si je dis tiens je paye 6 par exemple, je colle 4 à une cible, je cascade à 6, puis je peux jouer un sort qui coûte 4 ou moins, qui va cascader du coup à 4 ou moins.
Du coup, en une carte, j'ai payé pour une carte et je vais en jouer 4 en tout. Donc c'est là où c'est assez intéressant. Et ça va aussi marcher dans... du coup, il y a plein de jeux en fait qui jouent des sorts qui sont vraiment basés sur des synergies sur des sorts, comme Myzix par exemple. Myzix, à chaque fois qu'on joue un sort d'éphémère de rituel, on lui met un marqueur expérience et nos sorts d'éphémère de rituel coûtent un de moins pour chaque marqueur expérience qu'on a. Et du coup, typiquement là, imaginons que j'ai 5 d'expérience, je peux payer 2 rouges, mais 5 d'expérience paye pour 5 en X. Du coup, je colle 5 à une cible et je joue un sort gratuit. Donc ça rentre dans ces synergies de sorts. Et quand je cliquais sur la carte, on me mettait une autre carte en fait qui est récente et qui marche bien avec, qui synergise bien avec, qui est le Thousand Year Storm, qui dit qu'à chaque fois qu'on joue un sort d'éphémère de rituel, on le copie pour chaque autre éphémère rituel qu'on a joué pendant ce tour. Et donc typiquement, même si je commence par électrodominance, tiens bah hop, je paye 6, je colle 4 à une cible, je joue un sort qui coûte 4, mais j'ai joué électrodominance avant. Donc du coup je le copie, et puis peut-être je vais jouer un autre sort après, et voilà, de fil en aiguille, je me retrouve à copier énormément de sorts, et à justement avoir un avantage incrémental. On en revient toujours là. Donc voilà, petit à petit on va commencer à... En fait il y a tellement de bonnes cartes, mais on va commencer quand même à arriver au bout. High Alert, ça fait que les créatures infligent des blessures en fonction de leur endurance et que les créatures avec le défenseur peuvent attaquer. Donc c'est typiquement bien dans le nouveau général Arcades qui est sorti en M19 et qui se base sur les créatures défenseurs, qui va faire piocher et leur permettre d'attaquer, etc. Ensuite, Audience Captive. Je suis pas forcément fan parce que c'est genre, on choisit un joueur et ce joueur-là a globalement perdu la partie. Et du coup, je trouve pas ça très cool dans une partie à 4 qui dure potentiellement très longtemps. Mais voilà, il y a des gens qui vont le jouer comme kill parce que en fait, on maudit un joueur globalement et ce joueur il va devoir choisir à chacun de ses tours une option parmi 3 et il peut pas choisir 2 fois la même en fait. Donc il va se prendre les 3 à 3 tours d'intervalle. À un moment, il va devoir défausser toute sa main, à un moment, il va passer à 4 et à un moment, il va devoir filer 5 jetons zombies à tous ses adversaires. Donc, autant vous dire que ses chances de survie deviennent basses quand il est à 4 points de vie, qu'il y a 15 zombies en face et qu'il a plus de main. Ensuite, bah voilà, la Ravager Worm elle permet de fighter une créature ou détruire un terrain. Et la Riot, mais en multijoueur, il y a peut-être de meilleurs effets incrémentaux. Zegana, on en a parlé, c'est pas fou. Domri, déjà ça a tendance à se faire focus en multijoueur. En plus, soit il se met vachement à portée pour faire le -3 et juste récupérer potentiellement 2 créatures, soit il fait du mana et ça file de la célérité, mais c'est pareil, il y a mieux comme effet, donc je suis pas convaincu. Precognitive Perception par contre c'est très bien parce que pour 5 on pioche 3 cartes mais on scry 3 avant si on a joué pendant notre phase principale et voir 6 cartes ça fait beaucoup la différence. En EDH on a tendance à dire que le scry c'est un peu de la pioche parce que en fait au bout d'un moment il y a beaucoup de cartes de votre jeu comme des terrains etc que vous voulez plus voir, donc juste commencer par scryer, par les mettre en dessous et ensuite piocher des cartes, c'est comme si vous avez pioché ces terrains qui feront pas la différence. Donc il y a un côté où le scry est très important en multijoueur dans des parties qui durent longtemps. Mirror March, c'est typiquement de l'avantage incrémental. À chaque fois qu'on joue une créature, enfin qu'une créature non jeton arrive en jeu sous notre contrôle, on joue à pile ou face jusqu'à perdre et on met une copie avec la célérité qu'on sacrifiera à la fin du tour pour chaque fois on a gagné. Et en fait, typiquement ça peut arriver, vous avez un peu de chance et vous gagnez 5 fois d'affilée. Et là vous faites plaisir. Et du coup, si vous, en fait, c'est typiquement bien dans un jeu qui jouerait plein de créatures non jetons. Et là vous faites, hop, je joue 2 créatures, bah tiens j'ai 3 copies, elles ont la célérité, brum. Il me reste toujours les originaux, mais j'ai attaqué avec toutes les copies. Et ça peut créer plein de trucs marrants, surtout si vous avez des cartes genre toutes bêtes, hein, comme boue acide. Hop, je joue une boue acide. Et puis bah, du coup je vais en mettre plein de copies qui vont toutes faire le même effet d'arrivée en jeu, qui est détruire un artefact, un enchantement ou un terrain. Du coup vous retrouvez très vite à faire des gros effets. Et typiquement... Et je pense que ça se reflète ici. Non, ça se reflète pas, c'est pas grave. Alors c'est drôle dans Ocon et Zendersplit, vu que c'est des jeux qui sont basés sur le fait de tirer à pile ou face, et là vous allez beaucoup tirer à pile ou face. Mais c'est aussi assez cool dans Riku. Riku qui joue beaucoup de créatures avec des effets d'arrivée en jeu parce qu'il peut les copier. Et du coup là vous avez une nouvelle carte qui va copier vos créatures avec des effets d'arrivée en jeu. L'oligarche il a juste l'afterlife donc c'est pas fou. Lui c'est pareil, juste du scry c'est pas fou. C'est pareil. Bon, on peut inventer un jeu autour du fait de meuler, mais je vois pas trop la synergie être énorme. Et même si on se fait un jeu persistent pétitionneur, je pense que ce sera pas fou. Par contre, le familier du biomancien,
déjà toutes les capacités activées des créatures qu'on contrôle coûtent 2 de moins à jouer, avec un minimum de 1. Et ils permettent de réadapter des cartes. Donc franchement, si vous avez un jeu adapte, c'est intéressant, mais c'est surtout bien fait pour tous les généraux qui ont des capacités qui coûtent du mana. Je pense par exemple à Tazigur. Tazigur, typiquement on paye 4, on se meule de 2, puis un adversaire choisit une carte non terrain qu'on remonte dans notre main. Et souvent ce qui est dommage avec ça, c'est que ça coûte cher. Bah, imaginez, ça coûte 2 de moins, bah, vous allez le jouer beaucoup en fait. Ça veut dire que potentiellement vous pouvez être là constamment, genre ah tiens il me reste 4 mana, bah, hop je le fais 2 fois, je récupère 2 cartes, et vous allez pouvoir accumuler beaucoup d'avantages. Donc le familier il est très bien dans Thrasios, dans Tazigur, dans toutes les cartes avec des effets comme ça. Ensuite, Gruul Spellbreaker, c'est plus pour du 1v1 parce que c'est une petite créature, au final elle est pas très grosse, elle a un avantage qui est pas si important que ça en multijoueur. Le Gaillard Engineer, il file du bleu-vert, mais c'est une créature, c'est fragile, donc c'est surtout bien dans Momirvi qui veut des créatures justement hybrides, bleu-vert. Le Pondeur de Ooze, faut voir, mais ça coûte cher de poser des Oozes, et ça met du temps d'avoir justement un avantage sur les Oozes. Donc je suis assez mitigé, je le trouve mieux éventuellement en type 2, ou directement ça veut dire que je paye 5 et j'ai 2-3-3 à la fin du tour, et très vite elle va venir 4-4, je pourrai en poser plus, etc. quoi. Là en EDH c'est pas fou. Pareil pour le Spawn of Mayhem qui en EDH est un peu faible. Par contre Bankrupt Team Blood, typiquement ça va encore bien dans Teysa, dans Judith, etc. On sacrifie 2 créatures, on pioche 3 cartes. Donc on a perdu 3 cartes en fait avec les 2 créatures et le Bankrupt, mais on a repioché 3, on a activé nos effets de mort, etc. C'est assez intéressant. Voilà, on va enchaîner. Cindervine c'est très bien si vous avez en fait n'importe quoi dans les couleurs, c'est très bien parce qu'en fait dès qu'un adversaire joue un sort non créature on lui colle 1, et si on paye 1 on détruit un artefact, un enchantement et on colle 2. Donc ça permet d'avoir son effet de désenchantement sur la table, de coller plein de dégâts dans un jeu éventuellement genre encore une fois rouge vert agressif qui voudrait jouer que des sources de dégâts. Bah vous avez une source de dégâts, elle collera minimum 2 et potentiellement 1 à chaque fois qu'il y a des gens qui activent qui jouent des sorts non créatures. Donc il joue son cachet d'Orzhov, il prend 1, etc. Et voilà, vous avez votre casse artefact ou enchantement sous le coude, donc c'est vachement bien si vous jouez un vert rouge. Cercle de vérité, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle devient engagée, si c'était pas pour attaquer, on pioche une carte. Et ça permet d'engager des créatures, alors ça coûte trop cher donc ça arrivera rarement je pense. Mais là où c'est bien en fait, et ça c'est pas encore adapté, donc ils l'ont pas encore ajouté dans beaucoup de decks, mais c'est très bien dans Derevi. Dans Derevi on va souvent engager des créatures adverses, donc là ça fera piocher plein de cartes. C'est bien dans Aboshan. Si à un moment vous voulez monter un truc obscur comme ça, chaque fois qu'on engage un céphalide, on peut engager un permanent, et on peut payer 3 pour engager toutes les créatures qui ne volent pas. Donc typiquement un adversaire a 15 créatures, il veut attaquer avec tout, vous dites tiens bah pour 3, hop, je t'engage tout, et j'avais mon cercle de vérité donc je pioche 15 cartes. Ciao bye. Voilà, donc après les autres cartes sont moins intéressantes, mais voilà, il y a toujours des trucs qui sont un petit peu intéressants. Hop là, on mélange nos mains, on pioche 7 cartes. Si c'était notre tour, on peut poser un permanent de notre main qui coûte 7 ou moins. Donc c'est un petit côté time spiral. Et ça synergise très bien avec la tisse qu'on avait vu tout à l'heure, vu qu'on fait piocher 7 cartes à chacun. Donc on se met 21 trésors pour jouer plein de cartes. Final Payment, on sacrifie une créature. Ou 5 points de vie et on détruit une créature, mais du coup typiquement dans Teysa on va sacrifier une créature et activer son effet de mort. Le Gutterbones il revient depuis le cimetière, donc encore une fois Teysa il est bien, ou Judith. Le Sharktocrab, on pourrait dire il est pas fou, en fait à chaque fois qu'on lui met un marqueur plus 1, que ce soit en adaptant ou pas, il engage une créature et elle se dégage pas. Donc dans un Azuri où à chaque tour vous allez lui remettre des marqueurs potentiellement, ou dans n'importe quel deck en fait qui aurait des synergies de marqueurs, bah, vous allez constamment engager plein de créatures adverses tout en boostant votre Sharktocrab. Donc c'est rigolo. Hop, Repudiate Replicate, on peut faire une copie ou contrer une capacité, donc ça coûte pas cher, c'est très polyvalent. Light at the Stage, c'est un moyen de piocher virtuellement en rouge. Vous vous infligez des dégâts à un joueur, bim, vous mettez 2 cartes de côté que vous pouvez jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc vous avez ce tour-ci plus le suivant pour les jouer. Mass Manipulation, je suis pas fan parce que ça coûte très cher pour voler des cartes en fait. On paye XX et 4 bleus pour voler une créature ou arpenteur par X. Mais il y a une carte en fait, encore une fois, qui actuellement je crois ne coûte pas très cher et qui marche très bien. Voilà, coûte 2 $. Blatant Silvery, pour 4 incolores 3 bleus, on vole un permanent à chaque joueur. C'est plus polyvalent, ça coûte moins cher. Donc je vous conseille ça plutôt.
Et voilà, on a quelques petits effets divers et variés, mais on a vachement fait le tour en fait. Incubation reste correct, on peut soit regarder notre top 5 et on peut réveiller une créature et la mettre dans notre main, soit on peut tuer une créature, enfin l'exiler et mettre filer une grenouille à la place, donc c'est polyvalent. Ah tiens, j'ai rien à jouer, bon bah je regarde mon top 5, je chope un truc. Ah tiens, tu m'attaques, bah hop, je paye 3, je te la vire. Donc c'est correct. Et on commence à avoir un peu fait le tour. La plupart des autres cartes, du coup, il y a le Resolute Watchdog qui peut nous permettre de protéger un général. On le joue et en fait, si on le sacrifie, on protège une créature importante. Donc, si vous avez joué Voltron, si vous avez un général très important ou autre, bah jouez le Resolute Watchdog, ça le protégera. Font of Agonies, c'est dès qu'on paye des points de vie, on met des marqueurs blood dessus et on peut payer 2 et en retirer 4 pour tuer une créature. Donc, typiquement, ils n'ont pas encore adapté. C'est bien dans Erebos. Dans Erebos, en fait, il a un effet attrition qui est du coup, je peux constamment payer 2 et 2 points de vie pour piocher une carte. Et du coup, typiquement, ça va être un deck dans lequel on va jouer plein de cartes pour gagner des points de vie, plein de cartes qui synergisent avec le fait de payer des points de vie ou piocher des cartes, etc. Et du coup, typiquement, ça va bien avec Font of Agony parce que, hop, toutes les 4 fois où j'ai payé des points de vie, j'ai suffisamment pour tuer une créature. Donc, sur le long terme, ça va nous permettre de gérer plein de créatures. Voilà, on va regarder vite fait s'il y a d'autres trucs, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Rampage of the Clans, ça détruit tous les artefacts et les enchantements et ça les remplace par des 3-3 centaures. Alors c'est typiquement assez proche de Terrastodon. Donc Terrastodon qui est joué, c'est pour 8 une 9-9 qui casse 3 permanents non créatures et on les remplace par des 3-3 éléphants. Donc typiquement vous trouvez des gens qui voudraient jouer ça. Maintenant, quitte à tout casser, moi je préfère Bane of Progress. Parce que là, imaginons il y avait un joueur qui jouait Enchantress, vous venez lui filer peut-être 18-3-3 et il va coller très... Probablement il vous a dans le collimateur et si vous attaquez avec ces 18-3-3 vous allez prendre cher. L'avantage du Fléau du Progrès, c'est que vous détruisez tous les artefacts et les enchantements et c'est lui qui chope autant de marqueurs +1/+1. Donc vous filez pas d'avantage aux autres, hein. Ils n'ont pas de seconde chance ou quoi, vous leur donnez pas des gentils 3-3 en échange, c'est vous qui vous chopez un truc du genre 18-18. Et du coup c'est beaucoup plus sûr. Donc je suis pas fan du Rampage of the Clans. Tome du Pacte des Guildes. À chaque fois qu'on joue un sort multicolore, on pioche une carte et on peut l'engager pour faire du mana n'importe quelle couleur. Donc typiquement moi je le joue dès maintenant en fait dans mon deck Sion Lure Dragon. Et en fait dès que vous jouez un deck avec 4 ou 5 couleurs et qui a beaucoup de cartes multicolores, c'est intéressant de jouer le tome. Ça reste un accélérateur et il va vous faire piocher pas mal de cartes au cours de la partie. Voilà. Bon, on trouvait des petits trucs un petit peu voilà, situationnels, genre le Sauli Caretaker, si vous jouez une carte qui profite de se faire engager. Donc typiquement en Guilds of Ravnica, on avait une telle créature, on avait Emara. Quand elle était engagée, on gagnait un jeton 1 blanc soldat. Donc là les deux synergisent bien, c'est un bon tour 1 dans Emara. Donc voilà, vous trouverez des trucs, mais on commence à avoir pas mal fait le tour. Même si voilà, en fait, c'est le bonheur de l'EDH, vous trouverez toujours des trucs un peu sympas. Genre là, Biogenic Upgrade. Je distribue 3 marqueurs +1/+1 parmi les créatures que je contrôle, puis je double les marqueurs +1/+1 sur ces créatures. Donc dans un Ezuri, ça peut très vite mettre 40 marqueurs +1/+1 sur la table. Et ça fait la différence. Donc voilà, mais je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour, hein. Il faut se le dire. Voilà, en EDH multijoueur, il y a vraiment des tonnes de trucs qui sont jouables. On peut trouver des tonnes de trucs possibles. Si vous avez d'autres cartes qui vous viennent à l'esprit, qui vous paraissent vraiment pertinentes à mentionner, rien que là, je vois, voilà, Applied Biomancy, je l'ai mis direct dans mon Ezuri. Soit on met un marqueur +1/+1 sur une créature, soit on renvoie une créature dans la main de son propriétaire, soit les deux. Typiquement, moi j'aime bien faire les deux. C'est tiens, tu m'attaques, ben non, dans ta main, et puis je continue à synergiser avec mes marqueurs +1/+1. Et du coup, ça va bien avec le Sharktocrabe qu'on a vu tout à l'heure. Enfin voilà, synergie avec plein de trucs. Donc voilà, c'est la beauté de l'EDH multijoueur. Il y a des tonnes de cartes qui vont dans des tonnes de decks. Maintenant, plus vous vous éloignez vers le bas de la page, forcément, plus vous tombez sur des trucs très situationnels qui vont dans un deck en particulier ou qui sont peut-être mieux pour vraiment les decks multijoueurs les plus faibles, qui sont pas très fortes et dans lesquelles on peut trouver des meilleures cartes. Je pense par exemple, là vous voyez Get the Point, c'est dans 3 decks, ça va détruire une créature et de Scry 1. Et dans ce cas-là, autant jouer Terminaison. Terminaison, on paye que 2 mana et ça fait vraiment la différence. Payer 5 mana pour tuer une créature, c'est le bout du monde. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le format. Forcément, multijoueur c'est beaucoup plus long et ça nous intéresse du coup de savoir ce que vous en avez pensé et si vous auriez préféré peut-être genre un top 10 de l'extension ou si justement un review complet ça vous va. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis et on pourra du coup grâce à ça s'adapter. Et sur ce, ben amusez-vous bien et à très bientôt à tous.